Alors, aujourd'hui, au podcast, on recevait Patrick. C'est quelqu'un qui travaille dans les jeux vidéo depuis 25 ans. Puis dire « je travaille dans les jeux vidéo depuis 25 ans », c'est quand même assez rare parce que ça fait pas si longtemps que ça existe. En effet, mais je pense que c'est surtout aussi rare à Montréal. Oui. À Montréal, parce que c'est une industrie, comme il disait, qui s'est développée. Fait qu'il y a quand même une couple d'années. Je pensais pas que c'était... Non, ça fait quand même Je pensais pas que ça avait longtemps. commencé dans les années 90. Oui, mais en fait, c'est ça. Puis Montréal a rendu quand même un pilier pour les jeux vidéo depuis plusieurs années. Puis déjà, comme je pense, 50 entreprises à Montréal qui développent Il y a de la job en masse là-dedans. Puis il y a des gens, je sais que ça intéresse. Mais moi, j'ai trouvé ça passionnant de voir jusqu'à quel point c'est créatif comme job. C'est un environnement créatif. Puis qui amène des opportunités assez extraordinaires. J'aimerais que vous sachiez que notre cher Patrick a travaillé en mode top secret dans le temps que le film Avatar se filmait. Lui était en train de préparer le jeu vidéo. Le jeu vidéo de En Avatar. parallèle, en fait, pour que les deux soient lancés en même temps. Et ça fait qu'il a travaillé avec l'équipe vraiment qui créait le film pour que ce soit exactement. Il a rencontré le fameux James Cameron. C'est assez débile comme expérience. D'ailleurs, on avait voulu en savoir plus là-dessus, mais je pense qu'il va falloir le recevoir un autre jour pour qu'on en parle un peu plus. Ouais. Mais donc, on vous invite à écouter notre épisode puis en connaître plus sur ce fabuleux monde des jeux vidéo. Bon épisode! Salut Patrick, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. Merci d'être ici aujourd'hui, de nous parler de ton merveilleux secteur d'activité professionnelle. Qui est? Ben, moi, j'ai la chance de travailler dans l'industrie du jeu vidéo depuis 25 ans. J'ai eu la chance de travailler dans l'industrie en des années 90 en sortant de l'université. Moi, je savais même pas que ça existait, les jeux vidéo en 90. Ben, moi non plus dans ce temps-là. Ben, je connaissais les jeux, mais je savais pas qu'on pouvait avoir une carrière dans les jeux. Mais c'est vraiment le cheminement que j'ai fait dans les 25 dernières années jusqu'à justement là, avoir mon propre studio. Nice. Mais t'as l'air de 25 ans. C'est comme si tu avais commencé à zéro. C'est parce que j'ai pris plusieurs semaines de congé dernièrement. Je suis en pleine forme. Ah, c'est fantastique. Donc, ben écoute, faut que tu nous parles un peu de comment tu disais que tu étais en charge à la fin, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en charge d'un studio. Et puis, toi, t'avais-tu étudié là-dedans, premièrement? T'avais-tu étudié dans... Moi, j'ai fait des études à l'université. À l'époque, First of All, ça existait-tu? T'étudiais en quoi? Ben, moi, j'ai étudié en finance et en gestion des opérations au HEC. Fait que moi, là, je m'ennuyais pour travailler en gestion d'approvisionnement, d'aller travailler, faire des avions ou aller travailler en pharmaceutique. Tout le monde a mon programme, aller là-dedans. Ouais, HEC en pharmaceutique. Ah oui, mais il y a beaucoup de gens en gestion en pharmaceutique. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en organisation. Puis c'était les domaines qui engageaient le plus de monde dans mes programmes. Puis recrutement sur campus, j'ai rencontré les gens d'Ubisoft, je donnais mon CV à tout le monde. Fait que tu as fait le bac en admin. Ouais. OK. Puis c'est finance. En finance. Mais encore une fois, c'est ça qui est fascinant de l'industrie du jeu. Il y a des gens qui viennent de partout, de tous les domaines, parce qu'on a besoin de plein de différents gens, de plein de différentes approches, puis différentes formations pour faire un jeu. C'est pas juste des programmeurs puis une couple d'artistes. C'est des équipes de plus de 1000 personnes aujourd'hui qui ont un bagage vraiment, vraiment différent. Puis pas parce que tu travailles dans l'industrie du jeu vidéo que c'est vraiment ça que tu pensais faire quand tu étais à l'école. Ouais. Mais toi, tu n'avais pas un background de programmeur pantoute, là? Pas du tout. Puis c'est pour ça, tu sais, des programmeurs, on en a peut-être 25-30% des gens dans nos équipes, c'est des programmeurs. Oui. On s'imagine que c'est toute une gang de programmeurs là, dans un espace ouvert, là, puis ils se pitchent des affaires. Ah non, on est quand même dans un espace ouvert, puis il y a quand même des gens. C'est quand même tout le même groupe d'âge. C'est une industrie qui est quand même plutôt jeune, même si ça fait 25 ans que ça démarrait à Montréal, mais la moyenne d'âge est quand même plutôt basse par rapport à plein d'autres industries. Ouais. Mais les gens, donc, quittent éventuellement. C'est toujours des jeunes. C'est que les gens vieillissent. Les gens vieillissent, Dans les années 90, écoute, chez Ubisoft, où est-ce que j'ai commencé, tous les gens sortaient directement de l'école, ou à peu près. Il y avait les gens
qui étaient un peu plus vieux ou qui avaient un peu plus d'expérience, ça devenait les chefs d'équipe par défaut. Moi, je gérais des artistes. Puis dans les équipes, comme il venait de sortir d'un programme collégial, il avait fait 1 an ou 2 ans collégial, spécialisé en art 3D. Mais la personne qui c'était sa deuxième job ou qui était un peu plus vieux, c'était le chef d'équipe. C'est comme ça que les équipes ont été formées. La moyenne d'âge en ce temps-là, c'était 22 ans dans la compagnie. Ah wow! C'est malade. C'était formidable de sortir de l'université puis rentrer dans l'industrie à cet âge-là. C'était pas mal la même chose. Puis les 5 à 7 se ressemblaient aussi. Oh, ça va être la fin. Ton bac, Ubisoft a fait de toi? J'ai commencé chez Ubisoft. Même avant, j'ai été engagé... La session se termine au mois de mai. J'ai eu ma job, je pense, au mois de mars. Puis du mois de mars à mai, je rentrais chez Ubisoft à toutes les semaines. 1 journée par semaine pour apprendre comment ça fonctionnait. Ah ouais? Parce qu'il y avait vraiment besoin de monde rapidement. Ah wow! C'était-tu nouveau? C'était nouveau. Le studio a ouvert en 97. Moi, je suis commencé en début 98, mais il était en très, très grosse croissance. Wow! Puis... non, c'est le plus gros studio au monde actuellement, depuis même 15 ans, c'est le plus gros studio au monde. Qu'est-ce qui t'avais dit, tu as été au campus universitaire quand ils font des journées carrière, toutes les grosses compagnies sont toutes là, ils parlent aux étudiants, ils expliquent qu'est-ce qu'ils font. Puis là, Ubisoft était là, puis c'est une nouvelle compagnie avec des nouveaux dirigeants, tout ça. Puis toi, quand tu leur as parlé, c'est quoi qui t'a comme, ça t'a allumé, puis tu t'as dit, hey, je ne serais pas finalement en pharmaceutique, à faire le code nos voies des opérations. Franchement, à ce moment-là, je ne savais pas ce que je cherchais. Tu même pas. Je ne savais même pas c'était quoi l'emploi. Ouais. Mais vous avez fait des journées carrière. Des fois, tu fais imprimer plein de CV, tu en donnes plein. Et c'est aussi anodin que j'avais de la famille qui travaillait en événementiel, puis je travaillais tous les parties de première du Cirque du Soleil, ben, c'était mes amis et moi qui s'occupaient de faire l'accueil. J'étais chef de l'équipe d'accueil pendant les parties. En fait, je gérais le vestiaire avec mes amis. Mais c'est ce que c'est sur mon CV gestion, dirigeant qui a fait en sorte que Cirque du Soleil, gestion d'équipe, mon CV est apparu sur le dessus de la pile. Puis par la suite, j'ai fait mon lot. Mais des fois, c'est anodin, comme quoi il n'y a pas de mauvaise expérience. C'est fou, hein? Puis on réalise des fois, il faut ramasser nos CV. Nos CV, il faut les ramasser un petit peu là, pour montrer que... Mais c'est fou pareil, parce qu'en effet, des petites affaires de même, tu ne penses pas que ça va avoir un impact, mais c'est comme si il n'y a rien qui arrive pour rien. Tu sais, il y a ça, puis ça a comme eux autres qui ont flashé là-dessus. Là. Ça ouvre des portes, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a débuté, mais j'aurais pu ne pas aimer le milieu. Je ne savais pas nécessairement dans quoi je m'embarquais, mais c'était une super belle place pour apprendre, pour savoir aussi qui j'étais comme manager, comme personne. Quand tu n'as jamais vraiment travaillé dans ce milieu-là, tu dois aussi te définir comme collègue de travail, tu dois te définir comme boss, mais pas comme grand boss, comme petit boss. Comment est-ce que tu interagis avec les autres? Comment est-ce que tu travailles avec la direction? Comment est-ce que tu travailles avec tes équipes? Puis comme Ubisoft est en croissance, ben, ça m'a aussi donné la chance de faire cette croissance-là avec la compagnie. Puis de grossir avec la compagnie, puis apprendre à devenir un manager, gérer mes projets, gérer mes équipes de plus en plus grosses, avec des plus en plus gros budgets. Mais ça a été une expérience extraordinaire. Fait que, mettons, quand tu venais de commencer à Ubisoft, ça ressemblait à quoi? C'était quoi la job? Donc, quand j'ai commencé, ça fait longtemps. Moi, j'étais en charge de aider à la gestion de tous les artistes 3D. Les artistes 3D, c'est des gens qui font les décors. On est dans une pièce ici, il y a des artistes qui font la table, les plantes, il y a des artistes qui vont faire la lumière, il y a même des artistes qui vont se spécialiser dans les textures. Donc, le grain de bois, là, lui, il va la dessiner. Il va y avoir des effets spéciaux, parce que c'est la scène la plus dynamique. Bon, mais c'est tous les artistes. Fait qu'on a un gros groupe d'artistes qui travaillent sur plusieurs projets. Et mon rôle, c'était de les aider à apprendre, surtout avec les managers, apprendre comment faire de la gestion de projet, comment faire un planning, comment planifier le bon nombre d'heures pour tes employés dans la semaine. C'était très administratif au début. C'était très... Mais tu as besoin d'encadrer les équipes, tu as besoin de grossir. Il n'y a personne qui sait comment travailler. C'est phénoménal comment Ubisoft est devenu, sachant qu'au début, il n'y a personne qui savait comment travailler.
Puis, mais tu apprends en faisant. Puis au fil du temps, tout le monde a eu la chance de grandir. Mais une de mes tâches, c'était le recrutement. OK. Donc, je recevais des démos des artistes. Et à ce moment-là, que je connais vraiment rien là-dedans, là, fait que quand tu parles de démos, est-ce que c'était vraiment, c'est-tu C'est les étudiants à l'école. Ouais. Ils ont pratiqué, hein, ils ont appris comment servir, puis ils donnent leurs devoirs qu'ils ont fait pendant toute l'année. Leur c'est devoir, leur visuel, là, c'est leur portfolio de tous les décors qu'ils ont fait, les dessins qu'ils ont fait. Des décors matériels. Ouais. De même, mettons, ça aurait pu être une démo. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais c'est en 3D. En 3D, mais tu sais, ça aurait pu être la pièce. OK, c'était ça ma question. J'ai Okay. comme ça, ma jeu vidéo, c'est pas un... En 3D. Fait qu'imagine, tu utilises des logiciels ça, là. pour faire l'environnement en 3D. Tu fais les outils. Oui, il faisait quoi? Il faisait ça avec quoi? Dans ce temps-là, c'était Softimage, Maya, 3D Studio. En fait, c'est pas mal tous les mêmes outils qu'on utilise encore aujourd'hui, qu'on continue d'évoluer. OK. Là, j'imagine qu'ils ont des petites affaires AI là, à travers ça. Mais mais à travers, dans ces outils-là, il y a de plus en plus d'aide. Mais c'est pour ça, tu sais, je parle des artistes, mais ça, c'est les artistes. Dans une équipe, tu as des artistes qui vont faire les décors en 3D, qui vont faire les environnements en 3D, qui vont faire les personnages, qui vont faire chacun des personnages en 3D, qui vont les faire bouger, qui vont les faire courir, qui vont les faire sauter, attaquer, peu importe le jeu que tu fais. Tu as ce qu'on appelle les game designers, qui sont là pour créer les règles de jeu. Comment ça fonctionne? As-tu des points de vie? Comment tu vas progresser dans le jeu? Comment tu vas jouer au jeu? C'est quoi la direction créative? Quel esprit qu'on veut créer avec ce jeu-là? Tu as des gens on appelle ça des level designers, des gens qui vont créer pour chacun des environnements en 3D, il faut les défis, il faut les ennemis, il faut que la courbe de difficulté soit croissante. Fait qu'il y a des gens qui vont prendre les objets que l'artiste a fait, qui vont prendre les personnages que l'animateur a fait, qui vont créer ça en 3D, qui vont mettre des défis, qui vont mettre des plus ou moins d'ennemis basés sur comment ça fonctionne. On veut faire un jeu d'horreur. J'ai besoin d'un artiste qui va faire un éclairage d'horreur. C'est l'exemple que j'utilise toujours. Si c'est une belle pièce toute bien éclairée, ça va pas être... Puis la musique est sympathique. Puis c'est difficile ça à créer ressemble vraiment à faire un film au final. Tout à fait, c'est les mêmes métiers. C'est les mêmes métiers. La façon que ta caméra fonctionne, l'éclairage, le son, quand tu es dans un endroit très restreint, le sentiment de claustrophobie, tu l'as aussi dans un jeu vidéo, mais c'est tous les mêmes métiers, beaucoup pour un film. Mais tu as plein de programmeurs qui s'assurent que tout ça fonctionne ensemble, que toutes ces règles de jeu-là, il faut être programmées. Puis qu'il faut que ce soit interactif. Ces personnages-là, ils bougent de la bonne façon, que leurs pieds touchent au sol quand ils marchent, que des détails, mais des mois et des mois et des années de détails pour te faire fonctionner. Fait que toi, tu ramasses tout ce monde-là, avec les différentes expertises, dans l'éventualité de faire un jeu. C'est ça. Okay. Imagine, là, je décide, on va faire tel type de jeu. Okay. J'ai besoin d'une équipe. Je pense qu'on va avoir besoin d'un certain nombre de personnes pour faire ce projet-là. Et là, on engage des programmeurs, différents types d'artistes, des animateurs, des designers, un écrivain peut-être, des gestionnaires pour aider à tout mettre ça ensemble, à faire des cédules, à faire aussi le suivi. Le sonore, j'imagine. Fait que c'est là l'audio. Parce qu'il y a la musique, mais il y a aussi tous les sons qui se passent. Les voix, ces personnages parlent. Les voix, enregistrer les voix. Les gens qui vont localiser les voix, puis tout le texte dans différentes langues. C'est pour ça que moi, mes derniers projets, je faisais des jeux mobiles. Fait qu'on était un peu plus que 60 par équipe. C'est des plus petits projets. Mobile, donc, cellulaire. Là, pour les cellulaires, oui, c'est ça. Mobile pour les cellulaires. Merci. Mais juste les derniers projets que j'ai faits chez Ubisoft, ça faisait 12 ans. Puis déjà, j'avais 400 personnes sur une équipe, séparées partout à travers le monde. Donc, la grosseur, le nombre de gens qu'il faut pour produire
quelque chose de gros comme ça, mais après ça, pour gérer quelque chose de gros comme ça, c'est gigantesque. Puis ça fait 12 ans. Là, des projets, ça peut prendre facilement... un gros projet de jeu vidéo, ça coûte facilement 200 millions. 200 millions. Puis des équipes de 1000 plus personnes. Puis c'est étendu sur un projet qui dure combien de temps? Comme, vous faites 3, 4, un projet à la fois, un jeu à la fois? Ça dépend. Une personne va travailler sur un jeu à la fois. Okay. Parce que c'est too much, là? Oui. Ouais. Mais les différentes compagnies vont travailler sur 1, 2, 5, 8 jeux. En même temps, dépendamment, tu as combien de gens, puis tu as quel genre de projet que tu veux faire. OK. Puis quel genre de budget tu as? Oui, c'est ça qui est fascinant. C'est l'industrie a grossi, mais les budgets de développement ont grossi plus vite que l'industrie. Donc aujourd'hui, c'est rendu hyper risqué. Ah ouais. Parce que pour faire un jeu qui est à la hauteur des meilleurs jeux de l'industrie aujourd'hui, ça va coûter 200 millions. Mais est-ce que tu vas avoir le retour sur l'investissement? Est-ce que les gens vont l'acheter? Parce que tu as quand même beaucoup d'argent à investir. Ouais. Puis, c'est pas comme un client qui te demande... Ton plafond est quand même, je sais pas, c'est pas un bon exemple, mais si ton jeu, si pour rentabiliser ton jeu, tu as besoin de vendre 10 millions de copies. Ça s'est rentabilisé, là. Tu n'as pas de profit, là. Ouais. C'est le fun d'en vendre un peu plus, là, d'en vendre 11, 12. C'est formidable, là, si tu es capable de faire ça, mais c'est beaucoup de monde, là. Ouais. C'est beaucoup d'argent. Ouais. C'est beaucoup de budget marketing. C'est beaucoup d'investissement aussi. Puis si ça ne marche pas, puis t'en vends juste 8, c'est immense, 8 millions de copies. 8. Non, tu vends juste 8 millions. C'est ta grand-mère, ton père, puis ta mère. Mais c'est... Alors, avec les budgets marketing, il n'y a aucune chance de vendre un petit peu. Mais il suffit juste de vendre 8 millions de copies ou juste 10 millions de copies. Tu break even, c'est formidable, là, mais c'est pas vu comme un succès non plus. Puis break-even, c'est que ça veut dire que tu n'as pas d'argent que tu peux réinvestir pour d'autres projets après. Parce que là, ou payer des bonus ou toutes ces choses-là. C'est pour ça c'est une industrie qui est de plus en plus difficile. Dans les dernières années, les 2 dernières années, il commence à avoir une rétraction du marché, disons. C'est juste les grosses boîtes qui arrivent à survivre. Oui, puis même les grosses boîtes commencent à couper un peu, à restructurer. C'est plus de l'argent illimité comme ça a longtemps été. C'est-tu parce que on dirait la qualité de jeu évolue sans cesse, fait qu'à chaque fois, tu as besoin de plus de monde, plus de qualité, plus de temps. Exact. Okay. Parce que le jeu que tu as sorti l'année dernière, il était super bon, mais là, le prochain, il faut qu'il soit mieux. Il pourrait être mieux. Ça te prend les meilleurs outils, ça te prend plus de monde, ça te prend plus de temps, ça coûte plus cher. Okay. Parce que les salaires dans notre industrie aussi, c'est l'inflation aussi. Oui, c'est clair. Puis est-ce que les jeux vidéo en général, est-ce que c'est quelque chose que les gens adoptent de plus en plus, jouent de plus en plus? Est-ce qu'il y a une demande qui augmente ou c'est ça Écoute, je sais pas les chiffres exacts, mais non seulement c'est dans les joueurs de jeux vidéo, c'est 50% hommes, 50% femmes, ou genre 49-51, mais c'est juste dire tout le monde joue aux jeux vidéo. L'âge moyen monte d'année en année. Je pense que les gens de ma génération, peut-être, les jeunes, qui ont grandi avec les jeux vidéo, on continue de jouer. Ouais. Le téléphone mobile, le téléphone portable a fait en sorte qu'il y a beaucoup d'autres gens qui ont commencé à jouer. Et aujourd'hui, c'est ça. La majorité, c'est plus mal vu d'être un joueur, de jouer. Alors que ça l'était il y a 25 ans. Oui, tu vois, on va s'en vite, là, c'est pas ça le point, mais avant, tu sais, on imaginait justement les gamers comme du monde, ils sont dans leur sol toute la journée, ils game, ils sentent pas bon, puis genre, ils mangent la pizza, là. Puis là, maintenant, c'est rendu, les concours de jeux vidéo, puis c'est vu tellement autrement, c'est fou, c'est une gigantesque industrie. Mais il y a des gens qui sont hyper passionnés des jeux, puis oui, il y en a qui probablement passent beaucoup trop de temps là-dessus. Mais de l'autre côté, j'ose croire que les gens apprécient. En fait, c'est ça le plus grand bonheur que moi j'ai quand on fait un produit que les gens apprécient, puis qu'ils mettent justement 40 heures dans le jeu pendant la semaine. Puis ils en parlent à leurs amis, puis ils sont fiers. Ça, c'est ce qui fait en sorte que je continue à faire des jeux. C'est ce qui fait en sorte que j'ai le goût de créer d'autres expériences, de créer d'autres jeux. Le plaisir de travailler pendant des années sur un projet, de l'offrir à nos joueurs, puis que les joueurs, ils donnent une réaction positive. Là. Ils sont contents, ils aiment le jeu, ils en parlent aux gens. C'est très valorisant. Ah, c'est cool.
tu disais 50% filles, 50% gars qui jouent. Ça, je suis déjà surprise. Moi, je pensais que c'était plus les gars qui jouaient. C'est parce qu'ils ne jouent pas les mêmes choses. Oui, c'est pas les mêmes genres de jeux. Je pense... Call of Duty. Oui, c'est ça. Si tu parles dans Call of Duty, il y a probablement plus d'hommes qui jouent que de femmes. Ouais. Mais le meilleur exemple qu'on avait, tous les jeux, souvent les jeux de rôle, les jeux online massively multiplayer, donc les World of Warcraft, qui était un jeu qui avait une proportion de femmes gigantesque qui jouaient à ce jeu-là. Parce que ce qu'ils cherchaient dans le jeu, c'était justement jouer un certain rôle. Tu n'avais pas besoin d'être juste le soldat qui bourrin, qui attaquait tout le temps. Tu avais d'autres rôles que tu pouvais jouer, puis ça faisait en sorte qu'il y avait beaucoup plus de gens qui étaient intéressés à ce jeu-là. Le jeu de Sims, où vous avez peut-être entendu, The Sims, c'est tu crées une maison, tu crées une famille, tu mets des personnages, tu crées un monde. Sims. Oui, mais il n'y avait pas un autre jeu qui ressemble à ça, tu crées ton monde, que tu sais... Ça, c'est Minecraft. Minecraft, oui. Moi, je mélange là. Mais la série Sims et fonctionne depuis très, très, très longtemps et c'est joué en grande partie beaucoup par des femmes, mais qui en investissent du temps, puis qui en investissent de l'argent. Puis sur mobile, il y a des jeux qui sont joués plus par les hommes, plus par les femmes aussi. Le but, c'est qu'il y ait de plus en plus de produits pour que tous les joueurs puissent jouer. Ouais. C'est bon. Puis, mais par contre, dans tes équipes, c'est-tu plus des gars, des filles? Ça dépend des projets. Mais c'est quand même, il y a une plus grande proportion d'hommes qui développent qui travaillent dans l'industrie actuellement. Mais dépendamment des projets, il y a des fois, il y a un petit peu plus de... disons que la moyenne est entre 20 et 25%. Mais dépendamment des projets, il y a plus de femmes où il y en a moins parce que c'est un jeu hyper violent, mais il y a peut-être moins de femmes. J'ai travaillé sur des jeux dans le passé. Les gens ont le choix de choisir sur quel projet ils veulent travailler? Habituellement, oui. Okay. Et habituellement aussi, tu veux que les gens travaillent sur un jeu dans lequel ils ont le goût de travailler. Parce que si tu travailles sur quelque chose que tu apprécies, t'aimes, puis tu peux contribuer, bien, tu risques d'en faire un petit peu plus que si tu n'as pas d'intérêt pour le projet. Puis si tu en fais un petit peu plus, puis que ton voisin en fait un petit peu plus, tout le monde en fait un petit peu plus, puis que le programmeur, il s'assure que son code compile avant de l'archiver puis de l'envoyer dans le jeu pour être sûr de ne pas briser le travail de quelqu'un d'autre. Tous ces petits éléments-là, là, à tous les jours, au bout de 4 ans, c'est ce qui fait en sorte aussi que ton jeu est beaucoup plus intéressant. Est beaucoup plus exceptionnel. C'est facile de faire un jeu, parce que c'est pas vrai. C'est plus facile. Aujourd'hui, c'est facile de faire un jeu qui fonctionne. Un jeu qui est fun, qui est exceptionnel, puis qui est un nouveau jalon, un nouveau benchmark dans l'industrie. Ça prend beaucoup de gens hyper passionnés qui veulent faire une différence. L'affaire, c'est ça, c'est la qualité. C'est pas juste la qualité, c'est l'effort, puis c'est comme donner son 200%. Mais c'est peut-être pas donner son 200%, mais tu sais, quand tu cares un peu plus, tu fais un peu plus attention, tu risques de finir tes choses comme il faut avant de partir chez toi ce soir. Tu vas documenter un petit peu plus pour ton collègue. Tu veux mais c'est tout un effet d'entraînement aussi. Puis les projets qui, pour moi, ont le mieux fonctionné, les projets où on était capable de créer cet esprit-là, où l'équipe y croit plus que la direction, plus que tout le monde, puis l'équipe y croit, puis c'est l'équipe qui fait en sorte qu'ils prennent le jeu. Là. C'est leur jeu. Comme dans n'importe quel projet, ça s'applique au jeu, ça s'applique à tout. Là. C'est la même chose. Tu fais des travaux d'équipe, tu travailles dans n'importe quelle industrie. C'est ça. Puis c'est pour ça que moi, mon focus, depuis plusieurs années, c'est davantage mettre en place une culture, une philosophie, le recruter les gens qui vont aussi fitter avec ça, des gens qui sont là pour les bonnes raisons. C'est tellement facile de juste travailler parce que ça paye bien, mais c'est sûr que plus l'équipe est grosse, plus c'est difficile de choisir chacune de tes personnes, mais quand tu as des petites équipes, comme là je parlais, on était rendu 60 par équipe, on était 160 dans le studio, on était encore capable de choisir chacune des personnes. Puis les gens travaillaient sur un projet, qui avaient le goût de travailler sur ce projet-là. On avait 3 projets en développement, mais ils travaillaient sur le projet sur lequel ils voulaient.
Puis ça fait une grosse différence. Ça fait vraiment une grosse différence. C'est-tu un milieu, vu que, tu sais, j'imagine, vous travaillez vraiment avec des dates de livraison, parce que vous avez une équipe de marketing, de lancement de produits, tout ça. Fait que vous avez sûrement des dates fixes. Fait que tu travailles beaucoup avec de la pression, des heures d'overtime, etc., etc. On a des dates fixes, mais c'est nous qui mettons en place les dates. OK. C'est nous qui disons, on va finir pour telle date. Puis c'est aussi basé sur nos plans, notre contingence. C'est sûr que si on perd la moitié de l'équipe, ou je sais pas, moi, tout le monde s'en va travailler à la maison parce que le COVID arrive, puis ça change toutes les cédules de production. Bon, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver, mais en temps normal, tu essaies le plus possible de donner quelque chose de réaliste. Le seul problème, c'est que c'est un milieu créatif. C'est facile de dire « Oh, j'aurais cette idée-là. Oui, mais on n'a pas prévu, là. Ça, c'est pas prévu. Puis souvent... C'est frustrant, par contre. C'est frustrant, mais... Parce que tu as le budget à respecter, puis si, j'imagine... Oui, il y a toujours des décisions que tu peux prendre, puis peut-être que on va changer le plan, mais on va prendre celle-là, mais on va enlever ces affaires. Mais les gens, justement, le naturel est d'essayer de tout faire quand même. Puis souvent, le temps supplémentaire, ce que j'ai vu, c'est que pas toujours moi qui l'impose, c'est les gens qui se l'imposent aussi. Non, mais je vais finir ça, là, je vais rester. Mais de toute façon, imposer du temps supplémentaire, c'est jamais quelque chose qui fonctionne. Non, ça fonctionne ça peut fonctionner pour des courtes périodes parce qu'on a un livrable. Là. On a quelque chose qu'on veut finir. Là. Puis les gens y croient. Les gens ont le goût de le faire. Si tu forces quelqu'un à rester, c'est là aussi que c'est beaucoup plus facile par la suite de perdre leur motivation, la déresponsabilisation. Là, c'est correct. Là. Puis l'enjeu de Montréal, l'enjeu et l'avantage de Montréal, c'est qu'il y a tellement d'opportunités dans l'industrie du jeu vidéo que si tu n'es pas content sur un projet, tu lèves la main et tu vas avoir une augmentation salariale puis tu vas aller travailler ailleurs. Là, si on revient un petit peu à ton parcours à toi, fait que là, tu as commencé à Ubisoft, plus en gestion de projet. Gestion des ressources un peu. En fait, le parcours, j'ai commencé en gestion des ressources. Puis faire un petit peu de gestion de projet, mais surtout gestion des ressources, puis beaucoup de coaching. Par la suite, j'ai eu la chance d'aller travailler à faire gestion de projet. Un peu plus de gestion de projet. Je faisais le planning sur un jeu F1 en 99. Par la suite, j'ai eu la chance d'être un rôle un peu plus gros sur un autre projet. On avait ça un producteur associé. Fait que là, je commence à gérer une petite équipe. Pas une grosse équipe, une petite équipe. Souvent, le producteur associé gère il y a plusieurs producteurs associés sur un projet qui gèrent plein de petites équipes. Bon, mais moi, j'avais une petite équipe, mais le projet était tellement petit que finalement, je gérais tout. Par la suite, j'ai eu la chance d'être producteur. Fait que là, c'était moi qui étais en charge de tout le projet. Pas juste une petite section, tout le projet. Après ça, j'ai commencé à gérer. Là, t'es le producteur, t'es pas le réalisateur. Fait que producteur, c'est vraiment, budget, livrable. Quand est-ce qu'on livre? Est-ce qu'on livre selon les budgets? Et bâtir l'équipe. Et est-ce qu'on livre en qualité? Moi, c'est moi qui est responsable de m'assurer que l'équipe a tout ce qu'ils ont besoin pour livrer le produit qu'ils doivent être capables de livrer. Il n'y a pas genre de processus créatif là-dedans. Il y a un giga... Oui? Oui. OK. Il y a un giga... C'est pas moi qui est responsable. C'est pas moi qui fais la création. Mais j'ai besoin de m'assurer que l'équipe qui est là est en mesure de faire la création. Okay. J'ai besoin de m'assurer qu'on a les bonnes personnes, on a le bon casting, on les entoure de la bonne façon, qu'on a toutes les expertises qu'on a besoin dans l'équipe créative. Fait que ça ressemble beaucoup au cinéma, dans l'optique où le réalisateur, c'est notre directeur créatif. Il travaille avec, comme un directeur photo, c'est notre directeur artistique qui est un peu la personne qui va décider justement dans cette scène-là qui a été faite, c'est quoi l'éclairage, est-ce que c'est réaliste, pas réaliste, juste les personnages, un peu plus cartoon, un peu moins cartoon. Donc, c'est tous ces petits détails-là que le parallèle se fait très bien par rapport au cinéma. Mais comme au cinéma, c'est le réalisateur, le producteur qui doit s'assurer que le projet se livre dans le budget. Fait que c'est un bon parallèle, mais il y a une dimension beaucoup plus créative
dans l'industrie parce que la majorité des producteurs, pas moi, mais dans l'industrie, il y a beaucoup de gens qui viennent du créatif. Que c'est des gens qui ont fait des jeux toute leur vie, mais fait des programmeurs, des artistes qui sont devenus chefs d'équipe, qui ont pris... Comme tu disais, vous avez repris la relève là, quand tu es sorti de l'université. Les gens qui étaient plus anciens, ils ont pris cette job-là que tu as fait par après. Écoute, c'est une très bonne façon. Tu sais, j'ai géré tous les producteurs dans l'industrie, ou bien... Non, ils viennent tous de l'industrie. OK, je vais le dire comme ça. Je ne suis pas un des seuls qui vient du milieu plus qui avait back en administration. Oui, c'est ça. OK. Parce que c'est pas un métier qui était... Tout ça parce que tu avais écrit Cristal du Soleil. Oui, mais sauf que il y a plein de gens qui faisaient ce boulot-là aussi, puis qui ne le font plus aujourd'hui. Ah. Parce que l'industrie évolue, l'industrie change. Ouais. Faut être capable d'évoluer aussi avec. Ouais. Mais donc, en tant que producteur, c'est ça. Tu es responsable du projet. Tu sais, j'ai fait un projet où je dois travailler avec la haute direction de la compagnie qui me donne le mandat de faire un jeu. Je faisais un jeu basé sur un film d'animation. Il fallait que je fasse le lien aussi avec l'équipe du film, avec les gens du film, s'assurer que ce qu'on faisait, c'était à la hauteur de leurs attentes. Je vais gérer la relation avec ça. Donc, pour ça, le producteur, il est responsable vraiment de tout le projet. Puis après 2 projets, 3 projets, j'ai eu la chance de producteur senior. Fait que là, je gérais plusieurs projets. Fait que là, j'avais plusieurs équipes. Est-ce que tu gérais d'autres producteurs? Je gérais d'autres producteurs, Okay. puis les autres avaient chacun leur équipe. OK. Puis par la suite, j'ai continué d'évoluer, puis chez Ubisoft, on était rendu, il y avait quelques producteurs exécutifs, dont je faisais partie, qui étaient en charge et plusieurs équipes et des marques. Donc, Ubisoft a des marques fétiches. Bon, mais il y a une personne qui est responsable du développement des 5 prochaines années de la marque. Donc, quel genre de produit qu'on va faire, quelle équipe, où est-ce qu'on va faire les jeux, est-ce qu'on les fait à Montréal, est-ce qu'on les fait dans d'autres studios du groupe. Quand tu dis c'est marque, c'est parce que c'est pas publié sous le nom de Ubisoft? Ben non, marque, excuse-moi. Assassin's Creed est une marque d'Ubisoft. Assassin's Creed, c'est un type de jeu, c'est une licence de jeu. Assassin's Creed, ben, il y en a un par 2 ans. Il fait un temps où il y en avait presque un par année. Ben, tout ça était planifié d'avance. Qu'est-ce qui s'en vient? Parce que comme ça prend 2, 3, 4 ans, 5 ans à développer. Qui sont comme... OK. Fait que t'imagines, il y a quelqu'un qui est responsable. Comme Mario Bros. Ben, comme Mario Bros. OK, là, tu parles mon langage. Parfait. Là, tu parles mon langage. c'est comme s'il y avait quelqu'un qui est en charge de la marque Mario, qui dit, bon, ben, il y a un Mario Tennis qui va sortir l'année prochaine, il y a un Mario Golf dans 2 ans, ce serait bien d'avoir un autre Mario. C'est comme un brand. C'est comme un brand quasiment, ouais. Ben, c'est ça. Ouais. Fait que là, le développement, il y a d'autres plateformes. Est-ce que vous écrivez vraiment Mario Bros? Non. On aurait aimé ça. Mais il fallait que tu parles un langage pour les gens qui ne connaissent pas tant que ça les jeux vidéo. Puis qu'est-ce que, tu sais, puis il y a bien des gens qui vont t'écouter puis vont dire, waouh, tu sais, il a commencé, il ne connaissait rien là-dedans, puis c'est pas son background. Puis, mais je jouais, mais je pensais pas que je pouvais faire des jeux dans la vie. Mais t'aimais déjà les jeux vidéo. Mais qu'est-ce qui a fait que tu penses que tu as fait toutes ces étapes-là puis tu t'es rendu jusqu'à être en charge d'un studio? C'est quoi, c'est comme à part que t'es hot, là, tu sais, mais... Non, mais... faut que tu trouves ton compte. Mm-hmm. Peu importe dans quelle entreprise que tu es, dans quel environnement que tu es, tu as besoin de voir un prochain défi. Tu as besoin de dire que quand tu arrives au point où, bon, mais là, je pense que je maîtrise mon environnement, d'avoir la chance de passer à la prochaine étape. Puis, chez Ubisoft, comme j'ai grandi avec la compagnie, les standards ont monté constamment. J'ai eu la chance d'avoir constamment des nouveaux défis, puis d'avoir des plus gros projets, puis plus de projets. Puis là, je pense que j'ai fait de ma place aussi parce que j'avais un intérêt, j'avais le goût, j'étais curieux. Tu sais, être curieux, là, puis avoir le goût de creuser, puis pas juste être là pour gérer parce que ton boulot est géré. Il faut que tu connaisses tes gens. Il faut que tu comprennes leur motivation. Il faut que tu connaisses ton produit. Faut que tu aies un intérêt pour le produit. Il faut que tu sois capable de créer une dynamique aussi en travaillant avec tes équipes où tu bâtis un respect, une crédibilité.
c'est facile de dire tu connais pas ça, tu es juste le manager. Ben non, il en a fait un peu, il commence à connaître ça aussi. Mais le COVID, vous autres, ça tue comme... Terrible. Oui, c'est ça, parce que vous travaillez très en collaboration. Surtout que comme là, justement, dans le studio, on avait des plus petites équipes. On était en mesure d'être beaucoup plus organique, tout le monde ensemble. On n'avait pas besoin de surcommuniquer, de tout organiser parce que j'ai des équipes qui faisaient un meeting, presque tout le monde ensemble, une fois par semaine. Chacune des sous-équipes se rencontrait à tous les jours, un meeting. Mais toute l'information qui se passait en étant présent, en voyant sur quoi tu travailles, juste en voyant les écrans. Dans tes meetings le matin, tu comprends un peu plus c'est quoi la dynamique, qu'est-ce qui est important. Hey, c'est vrai, j'ai vu ce que tu fais, je vais t'aider, j'ai réglé ce problème-là la semaine passée. C'est toutes des petites choses qui se sont perdues. Quand là, il fallait tout communiquer, tout micro-organisé, tout micro-structuré. Nos managers n'étaient pas prêts pour ça. Non. On n'avait pas assez de managers pour ça. Parce que nos équipes étaient trop lean. C'est pas nécessairement économiquement parlant que c'est venu vous toucher, mais c'était plus par la manière de travailler. L'efficacité. Économiquement, sur le long terme. Parce que ça prenait plus de temps. Ça prend plus de temps. La façon que les équipes travaillent souvent, on se donne un certain temps. On va prendre 3 semaines, puis voici tout ce qu'on va faire pendant ces 3 semaines-là. OK. Puis là, toutes les équipes se partagent un peu les tâches, tout le monde travaille. Puis à la fin du 3 semaines, on appelle ça un sprint. Fait que tu fais ça pendant ton sprint. À la fin du sprint, on met tout ensemble, on regarde où est-ce qu'on est rendu. Mais le constat était que comme chacun a travaillé dans son silo pendant son 3 semaines, quand tu mets tout ensemble, tout est livré. Tous les points sont tous faits. Tout est fait, mais même si les gens. Mais il y a plein de choses qu'on n'avait pas pris pour acquis que, hey, quand vous parlez, là, vous allez redéfinir la tâche entre vous autres. Là. Des fois, là, tu travailles avec quelqu'un, puis c'est sur quoi tu travailles, puis moi, je travaille sur la tâche connexe, on va le faire de telle façon. Si cette discussion-là, il faut que le manager, il l'organise. Il faut qu'il connaisse exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire, c'est quoi leur métier. Il faudrait que vous parliez pour le faire. Sinon, les deux vont faire leur tâche, chacun de leur côté. Puis, pour ça, tout est fonctionnel. Mais ça prend comme une itération de plus à tous les fois. C'est-à-dire, OK, on est presque rendu, mais là, pour les prochaines 3 semaines, voici ce qu'il va falloir faire. Parce que ça n'a pas été fait. Mais il n'y a personne qui a été capable de quantifier exactement ce qu'on perdait en travaillant comme ça. Mais on s'est juste rendu compte qu'avec le temps, il me semble que ça prend plus de temps d'arriver au résultat. Wow. Et donc, est-ce que tout le monde est revenu en personne, vous autres, de votre côté? Non. Parce que plusieurs choses. En fait, il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a des gens qui sont partis plus loin en région. Je pense que ça dépend, il y a du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Mais je dirais que pour faire du créatif, surtout pour démarrer des nouveaux projets, c'est nécessaire de travailler ensemble parce que c'est un milieu créatif. Tout le monde brainstorm avec d'autres mondes. Tu vas avoir des super bonnes idées, juste d'en parler avec quelqu'un ou quelqu'un d'autre qui l'a fait, mais qui comprend mieux c'est quoi ton idée parce que vous parlez puis vous voyez. C'est tous des petits détails qui, sur le long terme, vous essayez de faire des débuts de projet vraiment plus ensemble puis de forcer les gens à venir. Il y a toute l'industrie, chacune des entreprises a sa propre solution. Recette. Ouais. Moi, personnellement, j'ai ma recette à moi que je prônerais, ce serait d'avoir certaines journées fixées ensemble au bureau. Sur le long terme, ton sentiment d'appartenance à ta compagnie, ça va être j'aime mes patrons, j'ai des bonnes conditions de travail, les gens avec qui tu travailles, je pense que ça a un gros impact. Si tu apprécies les gens avec qui tu travailles, si tu as un respect pour les gens avec qui tu travailles, tu sais que tu n'as peut-être pas ça partout. Tu vas repenser à 2 fois avant de dire je pourrais avoir 10 000 $ de plus si j'allais chez le compétiteur. Ou c'est ça que tu t'ennuies quand tu t'en vas travailler ailleurs puis tu te dis c'est vrai. Fait que, puis ça, tu peux pas développer ce sentiment d'appartenance-là puis à tes collègues si vous ne voyez pas. Puis là, tu as parlé de différence de salaire. Est-ce que c'est payant, les jeux vidéo? Est-ce que les employés sont bien payés? C'est très bien payé. Dans toutes les différentes sphères, comme que tu sois développeur ou plus dans le créatif, visuel, design?
je sais plus c'est quoi le chiffre exact, mais je vais prendre un estimé qui devrait être assez bien. Le salaire moyen doit être autour de 80 000 par année. OK. Pour tout le monde. OK. Oui. Le entry level, c'est quoi quand ça dépend du rôle. C'est ça. Parce que, ça dépend de ton background, tes études, j'imagine. Il y a plein de gens. Si tu sors de l'université en programmation et que tu es bon, tu vas avoir un bon salaire. Ouais. Parce que tout le monde cherche des gens. Si tu. En fait, les gens qui sont bons vont être capables de se trouver des postes, il n'y a pas de problème. De toute façon, toute l'industrie est en train de chercher. Mais c'est une industrie qui paye quand même bien. C'est une industrie qui a plus de points, mais la majorité des gens, maintenant, aujourd'hui, sortent. Donc, presque tout le monde a besoin d'un diplôme universitaire ou d'avoir une formation universitaire dans plein de domaines. Au niveau artistique, il y a différents programmes collégiales ou universitaires par lesquels les gens passent. Et comme... les coms, le management, tu parles les... Comme les coms. Comme les coms. Comme les coms. Mais les coms, oui, mais c'est souvent tous les managers, les programmeurs, même en audio, il y a des formations, la majorité viennent d'une formation collégiale, mais universitaire. J'avais plein de monde. Moi, j'avais des cours au cégep d'audiovisuel. Puis plein de monde qui sont là-dedans. Puis ce qui est le fun, c'est parce que il y a plein de gens qui veulent aller dans l'industrie. On commence à avoir de plus en plus de choix aussi. Mais c'est difficile de rentrer dans l'industrie. Moi, je suis chanceux. Je suis rentré là en sortant de l'université, facile, chanceux. Ça n'existe plus beaucoup. Okay. Parce que la barre est rendue tellement haute. Malgré le shortage de gens qu'on a de partout. Des shortages dans certains domaines. OK. Shortage en programmation, définitivement. Oui. Plus ton studio, c'est ça. Plus ton studio est important, plus tu as le choix de candidats. Ouais. Puis tu vas juste prendre les meilleurs. Puis toi, si tu veux travailler sur les meilleurs jeux de l'industrie, ben tu vas aller travailler là, ben tu rendras probablement pas là en sortant de l'école. Il y a plein de studios à Montréal. Je pense que le décompte, on doit être 40, 50 studios à Montréal. Wow, okay. Fait qu'il y en a les plus petits, il y en a les plus gros, mais tu peux... Et si ton but un jour dans la vie, c'est d'aller travailler chez Ubisoft, ben, peut-être que tu commences pas là. Tu commences peut-être dans un plus petit studio. Peut-être que tu vas avoir un boulot là en rentrant, mais les chances sont que tu vas passer par ailleurs avant pour te rendre. OK. Oui, c'est le processus de recrutement des programmeurs. Est-ce que ça se fait quand même ça se fait pas mal de la même manière que ça se faisait, mettons, quand tu travaillais avec Ubisoft? C'est-tu vraiment genre un portfolio, tu arrives avec tes idées? Les programmeurs sont chanceux, on va les chercher. OK, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, mais le portfolio, c'était plus les gens graphiques. C'est plus les artistes. Les artistes, les gens qui font. Tandis que programmation, c'est vraiment des choses... Des gens qui codent. Ils ne doivent pas montrer, mettons, leur savoir-faire un minimum? Oui, mais ça va être souvent plus sous forme de test. OK. Mais je vais te dire franchement, moi, le meilleur succès que j'ai eu, c'est d'aller chercher des stagiaires. Genre de l'ETS, des trucs comme ça. L'ETS, Sherbrooke, McGill. Il y a plein de monde qui ont tous des programmes de stage où tu as un stagiaire pendant 4 mois, une session. Lui, le stagiaire, lui ou elle, mais en programmation, souvent des lui, apprend le métier. C'est la première fois qu'il voit ça. Peut-être qu'il va vouloir revenir à son prochain stage parce qu'il a aimé son environnement. Mais à la fin de ses études, on le connaît là. On le sait, il ou elle fait bien avec le groupe. Puis j'avais 35% de mes programmeurs que c'est des gens qui étaient stagiaires, à qui on a fait des offres. On ne fait pas des offres à tous les stagiaires, mais ceux qui sont bons, c'était une super belle façon pour nous d'aller chercher. Puis ça fait aussi en sorte qu'ils connaissent notre compagnie, ils connaissent notre philosophie. S'ils ont le choix, ils peuvent aller travailler n'importe où. Ouais. Mais ça nous a fait en sorte que, on a pu les convaincre que c'était une belle place pour eux. Puis 2, on les connaît, on connaît leur personnalité, puis on sait que ça va bien fitter ou non avec nous autres. Tu as parlé de l'environnement de travail, puis ça a l'air de quoi? Mettons, c'est sûr qu'en ce moment... Ça, avec des bureaux. C'est cette table-là, mais des écrans, là. Ouais. Ça ressemble... C'est un gros groupe, vous travaillez tous ensemble. Ça dépend des environnements de travail, mais moi, c'est ça dans mon bureau, puis c'est ce genre d'environnement-là que j'apprécie. C'était un environnement assez dynamique, c'était... C'est très jeune,
très dynamique. Mais dynamique dans le sens, oui et non. OK? Là, si dans ta tête, dynamique, c'est super cool, on joue au ping-pong et au ping-foot pendant la journée. Non. Non. Mais des discussions animées par rapport à des sujets, des discussions sur, tu sais, pas nécessairement tout le monde s'enfermer dans une pièce pour parler de choses. Des fois, il y a des discussions qui ont lieu dans l'air ouverte, hein, comme si c'était ici. Puis, imagine si on est 4 à travailler sur la table ici, ben on a beau voir des écrans, des fois, je veux dire, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Ben ces discussions-là. Puis autour de la table, c'est-tu un mélange de créateurs, plus de designers puis de programmeurs? Souvent, les équipes travaillent ensemble. Ouais. Donc, disons, on travaille. J'ai un bon exemple. Disons qu'on va essayer de reproduire cette scène-là en 3D. Encore une fois. Oui. Bien, mais peut-être qu'il va y avoir le programmeur qui travaille à faire des nouveaux effets de lumière. Hein? Puis il va y avoir l'artiste qui fait l'éclairage. Puis il va y avoir l'artiste qui fait les décors. Puis il va y avoir un spécialiste des plantes, hein, qui va faire toutes les plantes en 3D parce que c'est compliqué les plantes. Oui. Puis il faut qu'ils bougent avec le vent, puis c'est compliqué. Oui. Bon, mais on va tous être assis autour de la table parce qu'on travaille tous sur le même livrage. Pour les 3 prochaines semaines, on travaille tous ensemble sur cette scène-là. Ouais. Fait que c'est plus fun de travailler ensemble. Puis je posais la question aussi parce que souvent les gens, on s'imagine que la job de programmeur, tu es dans ta petite bulle, puis tu parles à personne, puis tu es en train de programmer. Mais c'est du travail d'équipe. Oui, mais tu as quand même besoin d'être dans ta bulle pour programmer. Un peu des deux. Oui. Ouais. Hey, le meilleur exemple que j'ai, tous les années, on fermait le studio pendant 2 jours, puis on faisait un game jam. Un game jam, là, c'est on fait un jeu en petite équipe de 4-5 pendant 2 jours. Okay. Fait au bout de 2 jours, on a un jeu qu'on a fait, puis qu'on présente à tout le reste du studio. Exercice créatif. OK. Mais moi, je participais tous les années. Moi, je faisais de l'audio. Il y a des gens qui programment, il y a des gens qui font les décors. Puis en 2 jours, on s'entend les qualités de jeu. Non, mais c'est quand même cool. Mais c'est un bel exercice, mais ça fait en sorte que... Les gens travaillent ensemble. Mais c'est du travail. Là. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant 2 semaines. Puis plus tu parles, moins il y a de choses qui apparaissent dans l'écran. Let's go. Fait qu'il faut prendre des décisions, il faut avancer, il faut tester les choses. Si ça ne marche pas, ben OK, mais go, on recommence, on arrête d'en parler pour essayer d'autres choses. Mais cette dynamique-là, ça c'est formidable. C'est le fun. Puis, as-tu une idée, toi, de comment on pourrait faire pour inciter plus de filles à aller en programmation? En fait, ça dépend du type de jeu. Parce que il y a un studio à Montréal dont j'ai oublié le nom. Super beau studio, belle personne, des belles valeurs, mais c'était au pair 50% hommes, 50% femmes. OK. Mais ça dépend aussi beaucoup du type de projet. Ma dernière question, c'était par rapport aux horaires de travail. Aux horaires? C'est-tu pas mal les horaires réguliers? Écoute, ça varie aussi de compagnie en compagnie, mais c'est pas mal partout, c'est horaire flexible. Donc, tu fais tes heures tant que tu rentres. Tu sois là dans des heures clés entre 10h et 4h, disons. Moi, j'avais parti quelque chose de différent où on fermait un lundi sur 2. Okay. On appelle ça les lundis magiques. Hein? Fait que c'était formidable. Tout le monde aime ça, être en congé un lundi sur 2. Il y a des compagnies qui sont à 4 jours semaine. Pas tous, mais il y en a quelques-uns qui sont à 4 jours semaine. Il y en a que c'est 40, d'autres c'est 37,5, d'autres c'est 35 heures. Mais c'est pas une industrie qui travaille vraiment à l'heure. OK. Il n'y a pas personne qui calcule vraiment les heures. Je peux dire, en fait, selon mon expertise, hein, c'est pas quelque chose qui est... C'est plus, est-ce qu'on réussit à faire ce qu'on a dit qu'on voulait faire? Est-ce qu'on est capable de faire le jeu qu'on veut? Puis il y a eu beaucoup de discussions sur le crunch dans les dernières années. Les derniers 20 ans. Là. Crunch? Le crunch, c'est de travailler, faire du temps supplémentaire. OK. Puis dans l'industrie du jeu, c'est un enjeu. Pas autant à Montréal. Montréal, le développeur, l'employé, a tellement plus de choix dans la vie qu'il peut facilement dire « C'est quoi? Non, moi je le fais pas, je vais aller travailler ailleurs. »
Ouais. Fait pour ça, c'est une belle situation. C'est le fun, mais c'est une super belle industrie. Ouais. Puis c'est ce qu'on fait ce soir. Je n'avais jamais réalisé jusqu'à quel point c'était si proche du cinéma, de produire un j'avais jamais allumé, puis même que les mots que tu utilises, un studio, c'est très, on dirait, j'avais jamais réalisé. Moi, je voyais ça comme très technique, très programmation. Mais c'est vrai que quand tu regardes un jeu vidéo, c'est tellement, il y a la scénarisation, mais le visuel, c'est incroyable. Les jeux, aujourd'hui, j'avais pas réalisé ça. J'ai travaillé avec James Cameron sur moi, j'ai fait le premier jeu, Avatar. Wow. Fait que j'étais... Ça, c'est notre film. C'est notre film. Je savais pas qu'il y avait un jeu. J'ai travaillé pendant 3 ans avec eux, mais la façon dont ils faisaient le film, puis la façon dont on fait le jeu, c'est très similaire. Wow. Parce que ça commence par faire la scène en 3D. Est-ce que c'est toi qui as fait la ride à Disney? Non! Ah non! Cette ride-là, oh my God. Mais non. Chez Animal Kingdom, je pense. C'est tu rentres, t'es sur le dragon, t'embarques sur le dragon, puis là, tu sens son... le Banshee ou le Léonoptérix, le orange ou le vert? Je pense qu'il était vert. Je pense qu'il était vert. Le dragon? Oui. Ben, c'est nous qui le décidait, Mom. Ah, OK, j'en ai perdu. Au début de la game, tu pouvais choisir ton dragon. Oui, c'est vrai, tu peux choisir quel que tu avais. Et là, tu le sens même respirer quand tu pars. Puis là, c'est comme avec 4D, puis tu fais vraiment, là, tu voles avec lui. Ouais. C'est insane, là. Ça, c'est malade. Mais c'était juste faire le parallèle que, tu sais, créer un monde pour un jeu vidéo, pour un film, les outils qui sont utilisés, la façon dont ils font la capture du mouvement, pour les scènes, tu sais, tout le film a été filmé, dans le fond, avec des gens qui se promenaient dans un hangar avec un suit puis des senseurs. Ouais. Puis il y avait un balai qui était à terre, ça c'est un arbre. Okay? Fait que dans la scène, ça va être un arbre. Ben, on fait la même chose là, dans le jeu, là, où on a toutes les fois où on voit les personnages parler, ben c'est la même chose. On fait de la capture de mouvement, on enregistre la voix pendant que les gens ils actent la scène. Ben, le parallèle. Tu avais accès aux gens qui ont fait le film pour. Non, ça c'était. Ça c'est un autre heure. Hein. Ouais, il nous faudrait une autre heure juste là-dessus. Juste, c'est pendant ça, travailler avec les gens qui faisaient le film. Parce que c'était en parallèle. En parallèle. C'était en parallèle pendant qu'il était en train de faire le film. Vous étiez en train de préparer le lancement. T'avais genre des scoops un peu à l'avance. Oui. Wow. J'avais le script, non, c'était cool. Ça, c'est une autre histoire. Malade. Nice. Cool. OK, on te réinvitera pour tout raconter ça. Après, ce soit un autre sujet. OK. Ouais. Merci infiniment. C'était super intéressant. Ça me fait plaisir de parler. Non, mais ça me fait plaisir de parler de mon industrie. Ouais. Puis je suis un des chanceux qui est rentré là-dedans sans vraiment savoir dans quoi il s'embarquait. C'est fantastique. Fait que c'est important pour moi de pouvoir redonner aux autres. Là. Bon, reste de cette histoire, mettez Cirque du Soleil dans votre CV. Puis, n'importe quoi. Puis, aller dans les journées carrière, aller rencontrer du monde. Moi, by the way, c'est comme ça aussi que j'ai eu finalement ma première job chez Accenture. C'était aussi dans les journées carrière, en rencontrant les gens, puis en leur parlant, ça a comme... Fait que c'est super bon d'aller dans ces journées-là, puis de parler à toutes sortes de monde, puis... C'est bien des milieux que tu n'aurais pas été d'instinct, tu sais. Oui, puis ça... Tu n'aurais pas pu avoir cette connexion-là si tu restes en ligne. Ah, ça, c'est non. À jouer des jeux vidéo. Ou devant ton écran, tu n'as pas cette même relation-là avec les gens, ce même contact avec les gens. Merci encore. Merci. Merci tout le monde d'avoir été là. On espère que ça vous a plu. Oui, vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes. Donc, entre autres, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Instagram et TikTok. Absolument. Et si vous avez des questions ou des carrières que vous aimeriez qu'on couvre dans le podcast, n'hésitez pas, dites-nous-le, puis ça va nous faire plaisir. En commentaire. Oh yes! Merci! Merci!